parce que, OK, on te voit, Shilov. Voilà. Donc, comme on te voit, mais on ne voit plus ton écran, hein, par contre. Ça va maintenant, docteur Providence? Attends. Ça va démarrer de toute façon. Est-ce que vous voyez ma présentation? Pas encore. Je vois que c'est partagé, mais ça ne s'affiche pas encore. Et maintenant? Bon. Il y a un S, mais je ne sais pas. Attends. Est-ce que c'est... Peut-être c'est la qualité du réseau, de ton réseau. Il y a un problème. Je vais refaire. Entre-temps, professeur Fred Célimène. Et maintenant? Oui, moi, je suis là. Eh ben, Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous allons maintenant écouter mademoiselle Shilov Pierre-Louis. Shilov Pierre-Louis qui avait à traiter comme sujet le vulnérabilité socio-économique et transport informel. Analyse sociologique des chauffeurs de taxi moto à Jacmel 2020-2025. Hein? Analyse socio-économique des chauffeurs de taxi moto à Jacmel. Alors, ce travail est encadré par le collègue Hector Jacques et Yannick Charette, et le rapporteur étant le docteur Christophe Providence. J'ai bien entendu Shilov Pierre-Louis qui est bien là. J'ai bien entendu le docteur Christophe Providence qui est bien là. Et je n'ai pas encore entendu les collègues Hector Jacques et Yannick Charette. Hector, Yannick, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, et docteur Célimène. Très bien, très bien. Très bien, nous allons commencer immédiatement en passant la parole à mademoiselle Shilov Pierre-Louis pendant 10 minutes, pas une minute de plus, 10 minutes. Surtout que nous avons pris quelques minutes de retard. Tu as la parole, Shilov. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir accordé la parole. Je profite également pour remercier mes professeurs encadrants, honorables membres du jury, mesdames, messieurs. Shilov, il y a soit une radio ou quelqu'un qui parle derrière toi. Non, il y a une caméra. Eh bien, il y a une caméra, il y a une... Hector, c'est pas ton micro qui est ouvert. Hector, ton micro est ouvert, ferme-le. Voilà. Très bien, tu peux y aller, Shilov. D'accord. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir accordé la parole. Je profite également pour remercier mes professeurs encadrants, honorables membres du jury. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Shilov Pierre-Louis. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter mon travail de recherche intitulé « Vulnérabilité socio-économique et transport informel, analyse sociologique des chauffeurs de taxi-moto à Jacmel de 2020 à 2026 ». Ce travail a été réalisé sous la direction de M. Hector Jacques, doctorant en sciences humaines et sociales, et Dr Yannick Charette. Ce sujet a un intérêt particulier dans le contexte socio-économique actuel de la ville de Jacmel, où le transport par taxi-moto constitue à la fois une source d'emploi importante et aussi un facteur des dynamiques de vulnérabilité socio-économique. Notre exposé s'articule autour de ces 5 points importants, à savoir la problématique, le cadre théorique, la méthodologie,
les résultats et enfin la conclusion. Honorables membres du jury, aujourd'hui, le taxi-moto est devenu un pilier de la mobilité à Jacmel et la principale source de revenus pour beaucoup de jeunes, faute d'autres opportunités. Pourtant, ce secteur reste très peu étudié sur le terrain et le sujet est d'actualité. Malgré le programme de régularisation lancé par l'OAVCT en 2025, la grande majorité des motos circulent sans immatriculation ni assurance. Cela pose une question plus large. Est-ce que ce secteur informel permet vraiment aux chauffeurs de progresser ou les maintient-il dans la précarité? C'est de là que part notre question de recherche. Comment l'insertion dans le secteur des taxis-motos à Jacmel contribue-t-elle à la reproduction de la vulnérabilité socio-économique des chauffeurs durant la période 2020 à 2026? De cette question de recherche, l'hypothèse suivante a été formulée. L'absence ou bien l'inefficacité des mécanismes de protection sociale mis en place par les institutions publiques, notamment l'ONA, l'OFATMA et l'OAVCT, favorise le maintien des chauffeurs dans une situation de vulnérabilité socio-économique et limite leurs possibilités de mobilité sociale. Pour analyser les mécanismes de cette vulnérabilité, nous avons d'abord examiné les conditions d'insertion dans le travail, identifié les principales formes de vulnérabilité, expliquer les mécanismes de reproduction sociale et enfin analyser le rôle des institutions dans les mécanismes de services de protection sociale. Cette vulnérabilité a été analysée à la lumière de la théorie des capacités développée par Amartya Sen. Donc, l'idée de cette théorie, ce n'est pas le manque de ressources qui crée la pauvreté, mais c'est l'incapacité à les transformer en liberté réelle de choisir sa vie. Pour les chauffeurs à Jacmel, revenus instables, sans protection sociale, le mauvais état des routes et la faible reconnaissance institutionnelle limitent vraiment cette conversion et les enferment dans des fonctionnements précaires. Pour réaliser le travail, nous avons adopté une approche qualitative dans l'objectif d'analyser en profondeur les dynamiques du secteur informel, des réalités qu'un simple chiffre ne pourrait pas saisir. Nous avons adopté une approche déductive et nous avons mobilisé des travaux sur l'économie informelle, sur la mobilité et la vulnérabilité pour pouvoir mieux analyser la vulnérabilité socio-économique des chauffeurs de taxi-moto. Pour collecter nos données, nous avons utilisé 3 techniques de collecte des données. D'abord, l'entretien semi-directif, l'observation directe et non participante, et aussi la recherche documentaire. Nous avons mobilisé un échantillon de 5 enquêtés, repartis ainsi. 5 chauffeurs de taxi-moto qui sont des acteurs directs, des porteurs du vécu quotidien du métier. Donc, un responsable syndical lui-même est aussi chauffeur de taxi-moto. Avec lui, nous avons une vision globale de la profession. Et enfin, 3 responsables institutionnels, l'ONA, l'OAVCT et l'OFATMA, afin d'avoir des informations pertinentes sur le processus de mécanisme de protection sociale au regard des travailleurs informels ou bien des travailleurs indépendants. Le résultat par rapport au premier objectif, selon les réponses des enquêtés, nous avons pu comprendre qu'ils considèrent ce secteur comme une activité de refuge. Ils considèrent ce secteur comme une activité de refuge parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre opportunité. Intégrer cette activité ne mérite pas un capital fort, même si on n'a pas vraiment un capital pour acheter une moto. Donc, on peut louer une moto donc, afin qu'ils puissent travailler pour subvenir à leurs besoins
immédiat. Donc, la lecture sociologique de ce résultat, c'est que l'activité fonctionne comme un amortisseur immédiat, mais elle stabilise rarement les trajectoires sociales. Le résultat par rapport au deuxième objectif, la majorité des motos circulent sans immatriculation ni assurance. Donc, ce qui nous laisse comprendre que la majorité des mototaxis fonctionnent dans l'informalité. Le résultat par rapport au troisième objectif, nous avons découvert une multitude de formes de vulnérabilité chez les chauffeurs taxi-moto. La vulnérabilité économique, physique, sociale, institutionnelle, sécuritaire et enfin environnementale. Le résultat par rapport au quatrième objectif, donc selon les réponses du membre de l'ONA et de l'OFATMA, il y a des mécanismes mis en place, des mécanismes de protection mis en place par ces institutions pour les employés ou bien pour les travailleurs informels ou bien pour les travailleurs indépendants. Donc, à la lumière de la réponse des chauffeurs de taxi de moto, ils ne sont pas au courant vraiment de ces mécanismes. Et aussi, à la lumière de leur réponse toujours à ce qu'ils gagnent comme revenu, parfois 2000 à 2500 gouttes par jour, et il y a des jours qui ne gagnent presque rien. Et à la lumière de la théorie des capacités développée par Amartya Sen, donc ces chauffeurs se trouvent dans l'impossibilité vraiment de jouir de ces dispositifs mis en place par l'ONA, l'OFATMA en leur faveur. Donc, il y a l'OAVCT, la majorité des motos circulent sans assurance. Donc, ce qui nous laisse comprendre que la majorité des motos circulent dans l'informalité. Et sans les papiers de l'OAVCT, ces chauffeurs de taxi-moto ne peuvent en aucun cas faire des demandes de services de protection sociale auprès de l'ONA et de l'OFATMA. Donc, en conclusion, le métier de chauffeur de taxi-moto est à la fois une source de revenus et aussi un facteur de vulnérabilité socio-économique. Donc, les résultats soulignent le rôle des revenus instables, le manque d'informations concernant les mécanismes mis en place par l'ONA et l'OFATMA, la faible confiance aussi envers les institutions et l'encadrement insuffisant. Donc, la recherche aide à comprendre comment un secteur qui absorbe non seulement le chômage peut aussi reproduire la précarité. Elle montre que la vulnérabilité ne vient pas de seul facteur, mais d'un enchaînement entre travail informel, risques, institutions peu accessibles et faible mobilité sociale. Donc, la limite de ce travail, c'est l'impossibilité de généraliser les résultats à l'ensemble des chauffeurs d'Haïti. En perspective et discussion, ce travail de recherche permet à d'autres chercheurs, ou même moi, de faire des recherches longitudinales, donc afin de mesurer l'évolution de la vulnérabilité dans le temps, de faire des études comparatives afin de comparer Jacmel à d'autres villes d'Haïti comme celle de Port-au-Prince, le Cap-Haïtien ou bien les Cayes, et enfin un dialogue institutionnel afin d'explorer des mécanismes d'affiliation adaptés aux travailleurs indépendants. Donc, sur ce, je remercie les membres du jury de m'avoir écouté. Je suis disponible et disposée à toutes les questions, les remarques et les critiques. Monsieur le Président du jury. Merci, Shilov. Bon, ton expression orale et ton intonation, ta ponctuation, tout ça me semble très correct. Tu as fait un exposé oral qui me semble tenir la route et tu semblais comprendre ce que tu disais, tu semblais comprendre le sujet sur lequel tu as travaillé. Moi, je pense que tu as soulevé un problème important, mais qui doit sans doute dépasser le cadre des chauffeurs de moto, hein, à mon avis. Bon, on va en reparler. Alors, je passe la parole immédiatement au collègue
le docteur Christophe Providence, puisque c'est lui qui est le rapporteur de ton mémoire. Christophe, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Je salue mon collègue Hector Jacques. Et malheureusement, je pense que c'est de notre côté, le docteur Yannick Charette, il est au Canada. Alors, il est canadien. Il me semble c'est pour ça qu'il n'est pas présent en ce moment. Il y a eu un petit décalage. Voilà. Donc, je remercie Shilov pour son exposé. Effectivement, il n'est pas question de tout dire. Il faut apprendre à aller à l'essentiel. Et là, on a compris ce qu'elle voulait démontrer. Donc, je la félicite également pour son travail. C'est relativement propre, hein, je dois le dire, je dois le reconnaître, même s'il y a quand même quelques coquilles, puisqu'il y en aura, bon, les étudiants, on le sait, hein, des fois, ils veulent faire les choses proprement, mais ils ne parviennent toujours pas souvent à le faire. Donc, je vais commencer par des remarques sur le fond du travail et par la suite, je reviendrai sur la forme du travail. Alors, déjà, on peut dire que c'est un sujet pertinent. Donc, vraiment, merci pour d'avoir travaillé sur ce sujet-là. Et parce qu'effectivement, il y a des catégories socio-professionnelles qui sont mal vues, voire même discriminées en Haïti. Et là, les taxis-motos, c'est effectivement une catégorie assez intéressante. Et merci d'avoir pensé à ce qu'on appelle les services de mobilité en Haïti. Donc, je pense que c'est la force du travail. Et on a bien vu, on a bien compris que dès le départ, l'étudiant a bien voulu travailler sur quelque chose, sur un sujet précis. Bon, au niveau de la délimitation, par contre, quand on prend les sujets, il y a, et même l'étudiant parlait de 2020 à 2026, alors que dans le texte, il y a également 2020-2027. Je pense qu'il faudra ajuster les choses pour ne pas non plus laisser libre cours au doute. Au niveau théorique, on peut dire que les références sont solides. Hein? Bon, oui, il y a par exemple des notions qui sont abordées. Hein? Capacité, par exemple, cette théorie-là, c'est une théorie qui convient parfaitement à ce travail, mais il faut à chaque fois une analyse, d'accord, par rapport à la réalité des chauffeurs bon, on va dire les taxis-motos. Hein? Donc, ce serait vraiment bien d'insister là-dessus, parce que oui, on prend un cas de théorie qui est approprié par rapport à cette réalité-là, mais à chaque fois, il faut justifier. Hein? Il ne faut pas oublier que quand on fait une recherche, on est dans la démonstration. Et donc, sur cette base-là, il faut toujours justifier les éléments. Donc, je t'invite à renforcer cet aspect-là au niveau de ta construction théorique. Autre élément sur le plan méthodologique maintenant, si tu as annoncé, et je suis d'accord avec toi, une analyse qualitative, ok, mais il faut renforcer cette analyse. Hein? Pourquoi? Parce que quelque part tu parles, tu traites, il y a des données qualitatives, j'aurai quelques questions tout à l'heure. Hein, et je fais les commentaires et par la suite je poserai les questions, mais il y aura certainement une question sur l'analyse des données. Comment tu as fait pour vraiment analyser des données? D'accord? Donc, on reviendra, je vais poser la question tout à l'heure de préférence.
Mais on voit bien que l'échantillon est très réduit. Bon, hein, 5 chauffeurs, hein, de taxi-moto, alors 5 taxi-moto, chauffeurs de moto, d'accord, un responsable syndical et 3 responsables institutionnels. Et là, franchement, la grande crainte que j'ai, c'est un phénomène aussi important. Hein, ça aurait été mieux d'avoir un échantillon, en tout cas plus important, même si c'est une analyse qualitative, contrairement à quand on fait une analyse quantitative, vraiment quantitative, le nombre, là, l'échantillon doit être vraiment important, d'accord? Parce que même s'il s'agit d'un mémoire de licence, si c'est une analyse quantitative, on ne va pas non plus interroger que quelques personnes prétendent faire de généralité. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout à l'heure, tu vas pouvoir nous répondre sur pourquoi avoir choisi cet échantillon réduit. Et comment tu expliques ça par rapport à ton travail. Au niveau des analyses, donc, on voit bien qu'il y a des résultats intéressants, d'accord, dans ton texte, en le lisant. Donc, surtout quand tu fais appel au témoignage des chauffeurs, hein, puisque tu les analyses. Hein, et j'aime bien, et tu as raison de retranscrire les témoignages en créole et de traduire dans la foulée, de les traduire dans la foulée. Ça donne une dimension, surtout le collègue Yannick, il est canadien, et ça doit l'aider aussi à au moins attraper ou garder quelques mots en créole, puisque la traduction derrière aide à la compréhension. Je trouve que c'est très bien. Hein? Toutefois, je pense qu'il faudra quand même créer un tableau de hein? C'est vrai que les sont intéressants, mais si on avait un petit tableau de synthèse, d'accord, qui présente les principaux thèmes que tu as abordés, hein, les constats empiriques, d'accord, les citations significatives des personnes interviewées, ça aurait été bien, puisque ça va permettre au lecteur de résumer tout ça, tout ce que tu as présenté comme résultat. Bon, j'aime aussi les recommandations. Hein? On est toujours sur le fond de ton travail. Mais comme l'échantillon est réduit, il faut te garder, en tout cas, de faire des généralités. Hein? Il faut vraiment, en tout cas, l'échantillon est réduit, ça veut dire qu'il y a l'analyse doit être vraiment limitée à ce que les interviewés ont produit comme réponse. D'accord? Et puis, au final, j'ai l'impression, en lisant les recommandations, que tu parles de, je ne sais pas moi, de tout le pays. Hein? Tu fais, encore une fois, des recommandations générales. Alors, ce serait bien de regarder les spécificités de Jacmel. Je ne dis pas que ce qui se passe à Jacmel ne ressemble pas à ce qui se passe au Cap-Haïtien ou ailleurs, mais je me demande, est-ce qu'il ne faut pas, puisque tu travailles sur un aspect précis, est-ce qu'il ne faut pas véritablement te concentrer sur ta zone d'étude, hein? Même si c'est un phénomène, et là-dessus tu as raison, c'est un phénomène qui concerne Haïti dans son ensemble. Hein? Donc voilà, donc ça, il faudra au moins ajuster tes propos pour ne pas avoir de reproches. Hein? Voilà. Maintenant,
tu as parlé, c'est bien, dans tes réflexions, dans tes recommandations sur, par exemple, les institutions qui sont concernées. Hein? Donc, il faut voir comment est-ce que chaque institution, puisqu'on ne peut pas les mélanger, si on prend l'ONA, au FATMA, au AVCT, etc., on va voir, j'aurai une question là-dessus tout à l'heure également, est-ce que le chauffeur, le taxi moto, est-ce qu'il a intérêt à être aussi contrôlé et est-ce qu'il serait capable, est-ce que ça va être solvable, est-ce qu'il va être solvable si jamais il va devoir payer autant également pour avoir une certaine assurance. Donc ça, tout à l'heure, je vais formuler les questions plus proprement. Bon, sur la forme, oui, il y a un effort à respecter le canevas de l'IUS, mais attention, il y a quand même des légèretés. Il y a des choses qu'il faudra vraiment corriger. Hein? Par exemple, tu as des phrases trop longues. Il y a des phrases trop longues. Je t'invite vraiment à corriger parce que quand on met plusieurs idées dans une phrase, ça va être difficile pour le lecteur de comprendre. Hein? Donc, il faut scinder certaines fois pour améliorer la lisibilité. Autre élément dans ton chapitre, là, si je prends ton introduction, entre page 1 à 4, d'accord? Eh bien, tu as vraiment, il y a lieu de corriger. Hein? Je t'invite à faire attention. Au niveau de ton premier chapitre, tu as des fautes hein, quand même dans les titres. Hein? Par exemple, tu as dit cadre conceptuel avec 2 LE. Attention. Donc, je t'invite à vraiment relire et corriger, puisqu'il y a plein de légèreté, même si c'est un travail relativement bien écrit. Voilà. Sur tous les chapitres, sur tous les titres, j'ai l'impression que tu fais vraiment beaucoup de légèreté, tu as fait beaucoup de légèreté dans tout ça. Maintenant, entre pages 29 et 30, je t'invite aussi à faire attention, puisque tu as des tableaux, d'accord, mais il faut corriger les libellés de tableaux. Et je rappelle, et ceci pour tout le monde, particulièrement pour toi, quand on a une illustration, il faut le titre, bien écrit, bien entendu, il faut le corps de l'illustration, il faut vérifier que les éléments qu'on veut présenter comme données soient parfaitement présentés, lisibles, etc. Et il y a la source qu'il faudra obligatoirement présenter. Donc, je t'invite vraiment à faire attention. Et donc, en matière de référencement aussi, il faut faire un effort, même si il y a lieu de dire que, bon, tu as tenté, mais il faut aller jusqu'au bout. Hein. La bibliographie doit être présentée selon le style de l'IUS. Il faut faire attention aux fautes. Il faut vraiment, et la règle d'uniformité doit être respectée. Donc, je parlerai aussi de la table des matières. Je te demande de vérifier cette table des matières, 61, 62, page 61, 62, parce qu'il me semble que cette page-là, alors cette table-là est incomplète. Hein, donc, je t'invite à faire attention. Monsieur le Président, je vais m'arrêter là pour les remarques. Par contre, j'aurai 3 questions. Hein, et j'aimerais bien l'écouter sur ces 3 aspects hein, de son travail. La première question, hein, pourquoi 5 chauffeurs? Quand on sait qu'à Jacmel, il doit exister, je dis n'importe quoi, des centaines, pour ne pas parler de milliers. Hein? Est-ce que c'est la paresse? Pourquoi? Hein? Je vais te laisser répondre. Hein? Pourquoi 5 chauffeurs de taxi moto? Hein? Est-ce que tu pourras justifier cet échantillon ultra réduit? Ça, c'est la première question. Une deuxième question. Comment est-ce que
comment, puisqu'il s'agit d'une étude qualitative, d'accord? Comment tu as fait pour traiter les données recueillies, hein, lors de ton entretien, des entretiens? Comment tu as fait? Comment tu as procédé pour traiter ces données-là? Est-ce que tu as, par exemple, pu avoir une grille d'analyse thématique, hein, ou est-ce que tu as fait par catégorie? D'accord? C'est la deuxième question. Et la troisième question, est-ce que tu peux nous faire une différence, nous expliquer en tout cas, la différence entre l'informalité comme stratégie, puisque dans ton texte, tu traites de l'informalité comme stratégie de survie, hein, côté des chauffeurs, et l'informalité comme reproduction de la précarité. Je reprends cette question. Et merci de nous faire la différence entre informalité comme stratégie de survie, hein, dans ton texte, je fais exprès de la poser, et informalité comme reproduction de la précarité. Merci, Monsieur le Président, et je m'arrête là. Voilà, merci pour le temps de parole. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, moi justement, revois ta table des matières, parce que même le chapitre 1, tu l'as oublié dans ta table des matières. Et justement, je voulais te dire, c'est rare, c'est peut-être parce que tu n'as pas un effectif suffisant, ça te gênait, c'est rare d'avoir quelqu'un qui fait une enquête et qui ne présente pas une synthèse sous forme de tableau, sous forme de pourcentage, sous forme de diagramme, d'histogramme, enfin peu importe. Mais tu as donné aucune représentation graphique de ton enquête. C'est un peu... Mais je pense que tu étais gêné par la faible quantité d'individus questionnés, je pense. Mais bon, mais comme on vient de te le dire, le rapporteur vient de le signaler, quand tu as un échantillon si restreint, tu ne peux pas trop généraliser, ni au niveau national, ni au niveau communal. Hein. Surtout qu'il y en a beaucoup. Toi-même, tu le dis, qu'il y a énormément, tu l'as dit dans ta présentation, tous les jeunes, hein, même le chef syndicaliste et les chauffeurs de taxi moto, hein, il y en a beaucoup. Donc, quand on fait 7, c'est vraiment marginal, il n'est pas significatif pour tirer des conclusions. Hein. Tu vas me dire que tu n'as pas beaucoup de temps, il y a les examens, il y a les CC, il y a les ATE, les ETO, donc bon, je sais, je connais les arguments. Mais si on commence depuis le mois d'octobre, son mémoire, eh ben, arrivé en juin, juillet, on a largement fait le tour de la question. Donc, je vais te demander de répondre aux différentes remarques que nous avons faites, ainsi que le rapporteur qui t'a fait quelques remarques et posé 3 questions. Mais par la suite, je vais passer la parole au directeur de mémoire. Oui, bonsoir. Donc, je salue spécialement, en fait, les membres du jury. Attends, je lui ai demandé de répondre d'abord. Et après, je passe la parole au directeur de mémoire. Elle répond d'abord. Chilov, tu as disparu. Monsieur le président du jury, je suis là, je ne suis pas disparu. Donc, tout d'abord, je remercie Dr Providence pour les questions, bien avant de le remercier pour son analyse globale de mon travail. Donc, la première question, c'était pourquoi choisir 5 chauffeurs de taxi-moto. Donc, je vous rappelle que mon travail a 9 enquêtés. Donc, j'ai choisi 5 chauffeurs de taxi-moto et 3 responsables institutionnels et ensuite un responsable syndical. Dans une recherche qualitative, donc ce que j'ai appris, ce n'est pas la quantité, c'est surtout la richesse des informations recueillies pour pouvoir mener ou bien pour pouvoir faire mon analyse. Donc, c'est sur cette base que j'ai choisi non seulement
dans la catégorie, j'ai choisi des chauffeurs de taxi-moto qui sont des acteurs même du secteur, et j'ai choisi aussi un responsable syndical, il est aussi un chauffeur de taxi-moto, et aussi j'ai choisi les 3 responsables institutionnels, et ces institutions-là, donc ils travaillent vraiment dans le cadre de ce travail de recherche. Donc c'est pour cela que j'ai choisi en total 9 échantillons. Donc, je ne sais pas si vous êtes satisfait de cette réponse pour la première question, parce que c'est une recherche qualitative, ce n'est pas la quantité statistique, mais c'est la richesse de l'ensemble des informations recueillies auprès de ces enquêtés. Et ensuite, pour la deuxième question, c'était comment j'ai fait pour traiter les données recueillies. Est-ce que c'est par catégorie? Donc, pour traiter les informations recueillies, je les fais par catégorie. Comment? J'ai d'abord, lors de mon enquête, j'ai enregistré les réponses des répondants en faisant des codes. Et puis, après les enquêtes, j'ai fait un tableau Word pour les chauffeurs de taxi-moto et j'ai mis les thèmes principaux de la grille d'entretien. Et ensuite, je l'ai numéroté par code 001 pour T1, c'est taxi 1, 002, T2 pour taxi 2. Et ensuite, j'ai fait un deuxième tableau pour le responsable syndical et enfin un tableau pour les responsables institutionnels. Donc, j'ai réécouté minutieusement les enregistrements pour pouvoir noter tout ce qu'ils ont dit, sans pour pouvoir réaliser mon analyse autour de leurs réponses. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pour la troisième question, c'est différence entre l'informalité comme stratégie de survie et l'informalité comme reproduction de précarité. L'informalité comme stratégie de survie. Donc, il y a un ensemble de mécanismes mis en place par les institutions de régularisation. Donc, les chauffeurs fuient ces mécanismes-là donc pour pouvoir fonctionner. Donc, en raison du coût de ne pas fonctionner dans l'informalité. Donc, ils fuient, donc ils utilisent l'informalité comme stratégie de survie économique. Donc, ils ne veulent pas s'enregistrer auprès de ces institutions afin d'éviter les dépenses. Et l'informalité comme reproduction de précarité. Donc, cette même informalité-là, puisqu'ils fuient les institutions qui sont responsables des mécanismes de protection sociale, donc cette même informalité-là les entraîne dans la reproduction de la précarité en cas où il y a un accident, en cas où ils sont tombés malades, ou bien en cas où il y a des événements, des catastrophes naturelles, comme un mauvais temps, ou bien en cas où il y a des troubles sociopolitiques où les chauffeurs de taxi-moto ne pouvaient pas sortir pour aller travailler. Donc là, cette informalité-là reproduit ce qu'on appelle la reproduction de précarité. Donc, je ne sais pas si vous êtes satisfait de l'ensemble de mes réponses. Il semble que le micro de Dr. Fred est fermé. Christophe, ton micro, non, je te posais la question, c'était mon micro qui était fermé. Je te disais, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à la réponse, aux réponses que Shiloh va donner? Oui, en fait, comme moi, j'ai posé les questions, c'est pour permettre à Shiloh de préciser des éléments dans son travail, de justifier tout ce qu'elle a fait directement dans son texte. Parce que, effectivement,
sur la première question, il faut justifier. Parce que déjà, on aurait pu demander pourquoi et quels sont en tout cas, pourquoi un représentant syndical, etc., un seul, hein, sachant que peut-être il y a une seule association, peut-être. Je ne dis rien, je dis tout en même temps. Donc, c'est à elle de justifier à chaque fois. Ce n'est pas au lecteur de deviner quoi que ce soit derrière. D'accord, Chilov, c'est ça l'esprit. Et je pense que tu t'es bien défendu. Je pense que tu maîtrises assez bien ton sujet. Merci, Monsieur le Président. Parfait. Alors, je vais passer, puisque le temps presse, je vais passer immédiatement la parole au directeur de mémoire. Hector, je te passe la parole. Bon, merci, Monsieur le Président. Donc, je salue Dr. Fred, Dr. Providence, et ensuite, un grand merci aussi à Madame Pierre-Louis. Donc, c'est une excellente étudiante, donc très appliquée, donc très coopérante également. Donc, elle n'a pas marchandé sa disponibilité quand, par exemple, je lui ai proposé une rencontre et visioconférence, tout ça. Donc, elle a fait un travail tout à fait original. Quand, par exemple, je parle d'original, c'est parce que le trafic de taxi-moto pilule sur le territoire. Mais jusqu'à date, à ma connaissance, en fait, aucune recherche n'a effectué sur ce secteur. Et quand, par exemple, on parle de l'informalité, et tenant compte de le code de la route haïtien, donc justement, le code de la route haïtien dont nous disposons depuis un certain temps, donc explique très bien que c'est un secteur qui fonctionne dans ce qu'on appelle l'informalité, parce que dans le code de la route haïtien, en fait, n'a pas prévu. Et jusqu'à présent, donc, on ne pense pas encore la façon dont on devrait régulariser cette situation. Donc, c'est pourquoi je pense que son travail est tout à fait original et effectivement, tenant compte de certaines lacunes méthodologiques dont elle accuse, donc ça explique en quelque sorte le choix de l'échantillon et aussi le choix de la méthodologie, mais dans l'ensemble, ce travail est vraiment un travail extraordinaire. Donc, elle nous a permis et permet de comprendre la nécessité de régulariser un tel secteur. Donc, c'est déjà en fait une très belle expérience. Elle est sur une très bonne lancée. Donc, je n'ai qu'à la féliciter et ensuite de lui souhaiter bonne chance et bonne continuité. Et ensuite, pour terminer, en fait, concernant les remarques du docteur Providence, donc comme étant donné que c'est une étudiante qui est très appliquée, donc je pense que nous allons travailler là-dessus. Donc pour rendre, par exemple, le travail de manière correcte, comme par exemple, il devrait être selon les remarques du docteur Providence. Merci, Hector. J'allais demander à Chilov juste, est-ce que tu as eu des infos, est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents chez les motos? Et s'il y a beaucoup d'accidents, comment ils font pour l'hospitalisation, les réparations, comment ils font? Est-ce que tu as eu des infos un peu précises? C'est vrai que ce n'était pas le but
Ce n'est pas le sujet, mais puisque tu as travaillé sur ça, quand même, on doit avoir une idée des choses. Et puis, une dernière question, parce qu'on est en retard, et on a déjà près de 10 minutes de retard. Est-ce que c'est le même phénomène qui existe? Est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe avec les chauffeurs de taxi-moto avec ce qui se passe avec les chauffeurs de taxi-voiture? Est-ce qu'il y a une similitude ou est-ce que c'est complètement différent? Ça n'a rien à voir, on ne peut pas les comparer. Ça, c'est pour mon information personnelle, hein, c'est pas pour ton sujet. Comme tu es dans le sujet, alors je profite de tes connaissances. Voilà, tu as la parole, Antilo. Merci, docteur Célimène, pour les questions. Donc, vraiment, dans le cadre de mon travail, l'un des chauffeurs enquêtés m'a répondu qu'un jour, il y a eu un accident. Donc, ce jour-là, il était allé à l'hôpital, mais il n'a pas vraiment les moyens adéquats pour pouvoir prendre soin de lui. Donc, ce qu'il a fait, une fois arrivé à l'hôpital Saint-Michel, donc les docteurs l'ont abandonné parce que même si vraiment Saint-Michel c'est un hôpital public, mais il ne trouve pas de docteur pour prendre soin de lui. Les matériels, c'est à lui d'acheter surtout certains matériels. Donc, il était vraiment dans des difficultés. Donc, il était obligé de faire des dettes. Donc, via la situation routière à Jacmel, donc il y a vraiment beaucoup de cas d'accident. Et lorsqu'il y a des cas d'accident, parfois, il y a des chauffeurs donc, qui ont l'habitude d'aller de voir des médecins, entre guillemets, ce qu'on appelle chez nous médecins feuilles, lorsqu'il y a des os cassés pour prendre soin des os cassés. Et ceux qui ont un impact vraiment sur ces chauffeurs-là. Et ensuite, en ce qui a trait avec, est-ce que c'est la même chose pour les taxis en voiture? Donc, à Jacmel, dans le temps, il y avait vraiment, lorsque j'étais enfant, lorsque j'avais 4-5 ans, j'avais l'habitude de voir des taxis en voiture à Jacmel. Mais désormais, ce n'est plus le cas. Il n'y a pas de taxis en voiture, désolé. Il y a des camionnettes. Donc, des camionnettes qui transportent des passagers de Marigot à Jacmel, au Cas, etc. Mais il n'y a pas de taxis en voiture. Et pourquoi? Donc, le problème, c'est, je vais essayer de formuler une réponse. Donc, avant, il y avait des taxis en voiture. Mais avec l'arrivée des motos taxis, donc, les chauffeurs, les passagers ont tendance à prendre les taxis motos c'est beaucoup plus rapide par rapport aux taxis voitures en raison des problèmes d'infrastructures routières. Et les chauffeurs ont abandonné les taxis voitures et donnent place aux taxis motos. Donc, désormais, à Jacmel, c'est les taxis motos qui prennent place. Il n'y a pas vraiment les taxis en voiture. Mais même, à mon avis, même s'il y avait vraiment les taxis en voiture, ce serait toujours le même problème. Parce que les mécanismes et les stratégies mises en place par les institutions pour les travailleurs informels ne sont pas à la portée de ces travailleurs. Je vais prendre un exemple. Pour l'ONA, j'ai appris que c'est aux travailleurs informels de déclarer leurs revenus mensuels et ces travailleurs-là vont donner 12% de ces revenus et après 20 ans, ils pourront en bénéficier des services de protection sociale offerts par l'ONA. Donc, pourtant, ils gagnent peu. Donc, ils gagnent peu. Ce qu'ils gagnent, c'est pour l'entretien de leur véhicule, c'est pour prendre soin de leur famille, à l'achat du carburant. Parfois, il y a des crevés, etc. Donc, à mon avis, je pense que même s'il y a vraiment les motos, les taxis en voiture, ce serait toujours la même situation. Oui, docteur Fred, même si l'heure avance, permettez-moi d'avancer en fait ce qui suit. Et quand par exemple, elle m'a contacté pour me dire voilà et son intention, donc elle a voulu travailler sur la vulnérabilité socioculturelle et le trafic du taxi-moto, mais
je lui ai dit, mais pourquoi ne pas travailler sur, par exemple, la vulnérabilité comme et le taxi-moto comme la conséquence de la vulnérabilité sociale. Donc, elle m'a dit, ah non. Donc, elle a voulu montrer comment, par exemple, le trafic moto accroît la vulnérabilité sociale. Et effectivement, en écoutant, en fait, ces dires, elle m'a convaincu que quand, par exemple, le chauffeur est accidenté, donc elle se retrouve dans l'obligation de dépenser beaucoup plus, en fait, que l'aurait dû qu'il aurait dû gagner. Et effectivement, j'ai cru comprendre cet aspect-là. Effectivement, la question du trafic et du transport, du trafic de moto, c'est quelque chose, en fait, qu'il faut prendre en compte parce que quand, par exemple, certains gens pensent que ça diminue la vulnérabilité socio-économique, mais de notre côté, ça, c'est l'inverse, c'est le contraire qui s'est fait parce que quand, par exemple, la personne accidentée, donc le chauffeur n'a pas la possibilité de prendre soin à l'hôpital, donc ça augmente son vulnérabilité. Et sa vulnérabilité, excuse-moi. C'est important d'avancer. Donc, la notion de taxi-moto accroît un système de précarité dans la société globale. Mais en tout cas, ceci n'empêche pas une assurance. Peut-être que l'assurance, c'est ce qui va peut-être aider à réduire la précarité, voire la pauvreté extrême, puisque quand on a un accident et qu'on n'a pas d'assurance et qu'on ne peut pas travailler, la pauvreté est extrême, hein, puisqu'on n'a pas. C'était le sens de ma dernière question. Ouais. Informalité comme stratégie de survie. Oui. Voilà. Et informalité comme reproduction de la précarité. C'est voilà. Donc, voilà. Voilà. Merci, Dr Providence, pour cette dernière intervention. Hector, je te remercie pour ton intervention ou tes interventions. Chilov, as-tu un dernier mot à dire aux membres du jury? Comme dernier mot, donc tout d'abord, je remercie tous les membres du jury, particulièrement le président du jury, Dr Fred Selimène. Donc, il est aussi notre responsable aux affaires académiques. Donc, je peux dire, grâce à ses compétences, nous avons vraiment une formation très solide. Et aussi, je remercie également Dr Providence pour son cours de méthodologie, même si j'ai eu des erreurs. Bon, peut-être que c'est le surménage, mais quand même, je félicite Dr Providence pour son temps, pour la façon dont il nous a présenté ce cours. Je remercie également IUS en général, Fednel Zidor, donc notre responsable à l'antenne de Jacmel, Madame Ketia pour son accompagnement, il y a aussi Robaldo. Donc, je remercie tout le monde. Et enfin, je remercie ma famille, mes frères et sœurs, ma mère, mon père, donc qui sont tous là avec moi en ligne pour me suivre lors de ma présentation. Je remercie ma collègue aussi, Jenny Christella Sayo. Donc, elle est là. Et aussi tous les étudiants de la sociologie. Et je profite aussi pour remercier un professeur, même s'il n'est pas là, c'est le professeur Lédor. Donc, grâce à lui, nous, les étudiants de la sociologie, nous savons comment analyser surtout nos données à travers, surtout à la lumière des théories. Donc, ce que je vous assure, nous, les étudiants de la sociologie, ceux qui ont déjà présenté et ceux qui auront à présenter, nous ferons des travaux vraiment au moins acceptables lors de la présentation. Donc, en gros, d'une manière générale, je remercie mon Marie qui est là avec moi pour me suivre lors de ma présentation. Donc, au final, merci et bonne soirée tout le monde. Et je remercie aussi Hector, le professeur Hector Jacques, mon encadreur. Donc, on a pris beaucoup de rendez-vous à travers
à travers un lien de Google Meet pour pouvoir en discuter sur le sujet. Et je remercie aussi le professeur Charette qui m'a beaucoup accompagné dans la rédaction de mon travail de mémoire. Donc, merci, Monsieur le Président du jury. Voilà, eh ben, tant mieux si l'IES a apporté un plus encore une fois à une autre étudiante. Hein. Nous en sommes fiers, nous sommes très heureux que les étudiants de l'IES, à chaque fois que c'est possible, ils reconnaissent avoir reçu un bon encadrement, pas seulement des enseignants, d'après ce que j'ai compris, mais aussi du personnel administratif qui encadre aussi, qui est là à disposition, ce qui prouve que nos étudiants ne sont pas maltraités, mais ils sont encadrés. Merci, je lève la séance. Bonsoir à tous et à demain, toujours pareil, demain à 15h. Rendez-vous à 15h demain. Au revoir. Au revoir tout le monde.